Ce NXT Deadline termine l'année NXT de la meilleure des manières. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de NXT Deadline 2023. Et on débute directement avec un match dans le kick-off. Axiom fait face à Nathan Fraser, un combat de 11 minutes. Et même les matchs dans le kick-off ont droit à des notes. On est sur un 4/5 pour moi. C'était excellent. J'aurais pu monter à 4/25 honnêtement, mais c'est un match dans le kick-off, donc je reste sur un 4. C'était génial. Vraiment, c'était exactement ce que devait être ce combat. Je vais pas vous rappeler l'historique entre Axiom et Nathan Fraser. Je vais pas dire qu'ils s'affrontent quasiment chaque semaine du côté de NXT, mais ils s'affrontent très souvent. Cette fois-ci, on a eu un Nathan Fraser plus agressif, et on le voit depuis quelques semaines maintenant. Nathan Fraser, il est babyface, mais à tendance très heel. Il est pas heel, mais attention. Donc c'était vraiment génial. Le public de NXT qui, même dans le kick-off, va chanter This is awesome. On est devant 5000 personnes, donc c'est énorme pour NXT. 5000 personnes, c'est ce qu'ils ont fait de mieux sur les 2-3 dernières années, donc c'est génial. Il y a une prise dont je suis obligé de parler, qui est aujourd'hui l'une de mes prises favorites à la WWE. C'est le Springboard Moonsault DDT inversé de la part de Nathan Fraser. Ça ressemble à la prise que portait AJ Styles. Il la porte un peu moins, mais lorsqu'il faisait son Moonsault du haut de la deuxième corde, mais sur le coin du ring, et qu'il enchaînait avec un DDT inversé, eh bien Nathan Fraser le fait, lui, mais sur la deuxième corde, avec de la vitesse, une vitesse folle. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un catcheur qui est plus rapide que Nathan Fraser, c'est impressionnant. Mais ça ne va pas suffire, cette prise, car Axiom va l'emporter après le combat. Intéressant. On va avoir une poignée de main, mais encore une fois, un Nathan Fraser qui, tu le sens, ça va arriver. Je sais pas quand, mais ça va arriver ce heel turn, et je suis très intéressé. Mais bref, en tout cas, ce match était exactement ce qu'il fallait être pour un match dans le kick-off. Et on passe à la carte principale et le show qui s'ouvre avec Shawn Michaels, le big boss de NXT, qui nous accueille tout simplement à NXT Deadline, et CM Punk va directement faire son arrivée. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce segment. D'ailleurs, CM Punk le dit, ils ont oublié leur promo. CM Punk ne sait même pas ce qu'il doit dire. On a tout ce jeu autour de CM Punk. Est-ce qu'il doit signer du côté de Raw, de SmackDown, de NXT? Donc on joue là-dessus, même si on sait très bien que CM Punk ne va pas signer du côté de NXT. Au moins on joue le jeu et on met NXT vraiment dans le lot. Donc ça me plaît. Mais c'est plutôt très drôle parce que CM Punk va avoir un pull en hommage à Bret Hart, un sacré rival de Shawn Michaels, et ça va jouer avec ça. Ça fait des blagues, mais vraiment, c'est tout. Vraiment, c'est 5 minutes juste de bonheur entre les deux, où les deux sont heureux, et ça va se terminer d'un coup avec la musique de CM Punk qui est lancée, et c'est tout. Mais j'ai trouvé que pour débuter le show, c'était plutôt cool. Le public était ravi, tu m'étonnes. Tu vois Shawn Michaels, CM Punk, c'est plutôt cool quand tu es censé simplement voir un show NXT. Mais ouais, assez improbable ce début de show. On enchaîne avec Dominic Mysterio qui défend son titre de champion nord-américain de NXT face à Dragon Lee. Je le rappelle, Wesley était dans cette position, mais il est blessé et donc c'est Dragon Lee qui le remplace. À savoir aussi que Rey Mysterio, commente ce combat. Un Rey Mysterio qui est toujours blessé. On l'a vu en Becky. On espère qu'il va se soigner très rapidement, mais Rey Mysterio va être important entre guillemets dans ce combat et on en reparlera. Un combat qui va durer 10 minutes, 4,25/5 pour ce match qui était là aussi excellentissime. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, Dragon Lee est le meilleur adversaire de Dominic Mysterio. En 2023, c'est contre lui qu'il a fait ses meilleurs combats, c'est contre lui qu'il s'est montré, c'est contre lui qu'il a révélé qu'il était réellement sur un ring. Et vraiment, il y a une alchimie naturelle entre les deux. Et encore une fois, dans ce combat, ça se voit vraiment. Je parle bien évidemment de in-ring, mais une nouvelle fois, l'attitude de Dominic est exceptionnelle et exactement ce qu'il faut être pour un heel. Il va être agaçant, il va être vraiment insupportable avec le public. Et je le disais, Rey Mysterio va avoir un rôle à jouer dans le combat, pas physiquement, mais Dominic ne va faire que de le regarder. On va avoir énormément de plans de caméra sur Rey Mysterio qui va réagir à ce combat. Et c'est toujours très drôle. Toujours très drôle. Et Dominic fait vraiment une superbe prestation. Mais parlons de cette fin de match. J'avais pronostiqué une victoire de Dom. Et c'est pas le cas.
Dragon Lee va l'emporter et devenir le nouveau champion nord-américain de NXT. Et ce qui est bizarre, c'est que les 3 derniers matchs de Dragon Lee se terminent de manière bizarre, vraiment très abrupte, très brusque. On s'y attend vraiment pas. Le public, et d'ailleurs même moi devant ma télé, j'ai mis 2-3 secondes à réaliser qu'il y avait bien eu 3, que Dragon Lee avait bien remporté ce combat et qu'il devenait le nouveau champion. Assez bizarre les fins de match de Dragon Lee en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une belle surprise. Je suis intrigué de voir ce qu'ils vont faire avec Dragon Lee. J'espère qu'il aura la même utilisation du titre que Dominic Mysterio, c'est-à-dire rester du côté de SmackDown, aller du côté de NXT, bref, faire la transition entre les deux. J'ai pas envie de voir un Dragon Lee revenir à temps plein du côté de NXT, c'est pas le but, et pour sa progression, c'est pas bon. Donc j'espère vraiment qu'il va avoir ce même rôle. Et ce qui est intéressant de l'autre côté, c'est que Dominic Mysterio a perdu et il était seul. Il n'y avait aucun membre du Judgment Day pour l'aider. Et d'ailleurs en backstage, on va le voir sur une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux de la WWE. Dom se plaint. Il dit mais où est Rhea? Où est Damien? Où est JD? Où est Finn Balor? Où ils sont en fait? Et ça va être intéressant à suivre pour ce Raw de lundi. Comment va réagir Dominic Mysterio et même comment va réagir le Judgment Day à cette défaite de Dominic Mysterio. Je suis hyper intrigué par la suite, que ce soit pour Dragon Lee ou pour Dom. On enchaîne avec l'Iron Survivor Challenge féminin, composé donc de Lash Legend, Tiffany Stratton, Fallon Henley, Blair Davenport et Kelani Jordan. Un match donc, qui dure 25 minutes, c'est la stipulation qui veut ça. Ma note pour ce match est de 4,25. Et il y a énormément de choses à dire sur ce match. Je vais essayer d'être court et d'être concis. Il y a énormément de choses négatives à dire, ce qui est bizarre, mais je suis obligé de mettre une note très élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle envie, il y a une telle énergie, une envie de bien faire de la part de toutes les femmes sur le ring, que forcément, ça rejaillit sur moi et tous les défauts, ou presque, sont gommés, sont effacés de ma mémoire et on va revenir dessus. Alors, je ne vais pas commenter le match en parlant de chaque entrée, etc., mais le début de match entre Fallon Henley et Blair Davenport était bon, je trouve. On a des enchaînements de roll-up qui étaient vraiment cool. Et ensuite, il se passe plus grand chose sur les 2-3 dernières minutes. On a Tiffany Stratton qui va rentrer. Et là, ce qui est bizarre, c'est que justement, tu t'attends à ce que ça s'éclate un peu plus, que ça explose un peu plus sur le ring. Et les 3-4 premières minutes de Tiffany Stratton, il ne se passe absolument rien. On est à 3 sur le ring et c'est le vide total. Complet, c'est un ennui vraiment, et là je me dis, oh là 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 là, on part sur de mauvaises bases, vraiment de très mauvaises bases, mais ce qui est bizarre, vraiment, c'est qu'ensuite, je trouve ça génial, vraiment je trouve ça génial, parce qu'on a l'entrée de Kelani Jordan, l'entrée de Lash Legend, et on va en parler de Lash, ne vous en faites pas, mais ça redynamise tout ça. Kelani Jordan qui est clairement une high flyeuse, qui est capable de rebondir dans les cordes, qui est capable de porter des 450 splash. Vraiment magnifique son 450 splash, je m'y attendais absolument pas, mais il est très propre, très impressionnant. Et Tiffany Stratton va montrer qui elle est dans ce combat. Tiffany Stratton à plusieurs reprises va remettre de l'ordre dans ce match et va nous rappeler qui elle est, nous rappeler que ouais, le futur de la division féminine à la WWE c'est elle et qu'elle est plus que prête pour aller dans le roster principal, mais ça on le sait depuis longtemps. Pour continuer sur quelques points négatifs qui m'ont vraiment agacé pendant le combat, il y a un moment donné, on est à 3 sur le ring, si je dis pas de bêtises, et Fallon Henley porte une clé de bras, je ne sais plus à qui d'ailleurs, à Blair Davenport j'imagine, mais ça ne fait aucun sens. C'est un match où tu dois te précipiter, c'est un match où tu dois enchaîner les tombées, enchaîner les points. Elle te porte une clé de bras pendant 1 minute 30, je n'ai absolument pas compris, c'était hyper bizarre. Il y a aussi un moment qui est impressionnant et qui en même temps est un peu débile, c'est le moment où les femmes vont être enfermées dans la cage. C'est vraiment toujours de bons moments et surtout, les deux, Tiffany Stratton et Kelani Jordan, et Fallon Henley, ne vont pas plutôt réussir à sortir de cette cage car les membres de Métaphore bloquent l'entrée de cette cage. Les deux vont essayer de sortir par le dessus et Fallon Henley va être poussé par Tiffany Stratton sur la table des commentateurs et cette petite poussette, c'est pas très bien vu. On voit que Tiffany Stratton parle clairement à Fallon Henley, donc c'est pas hyper beau. Par contre, l'enchaînement, il est vite oublié parce que Tiffany Stratton fait une Swanton Bomb dans le tas tout de suite après, une Swanton Bomb sublime, superbe, donc forcément le petit botch est oublié.
Et c'est un peu tout le principe et tout le propos de ce match. Il y a des botches, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a tellement d'envie, tellement de choses positives dans ce match que ces détails négatifs sont oubliés, en tout cas pour ma part. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les 5 femmes dans le ring vont briller. Et il est temps de parler de Lash Legend qui, on en avait parlé déjà il y a quelques mois, catch enfin comme une big girl. Là vous le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets. Une big girl dans le catch, ou chez WWE, c'est une femme qui va être plus costaud, plus imposante que les autres, mais qui surtout va avoir un catch différent. Et Lash Legend est une force de la nature. On l'a vu à NXT ce mercredi, elle a réussi à porter Otis. C'est pas rien. Et là encore une fois, eh bien elle va enchaîner les powerbombs, les souplexes, les superplexes, bref, les porter dans tous les sens. Et c'est cette Lash Legend que je veux voir. Et c'est cette Lash Legend qu'on voit depuis quelques temps. Et vraiment, c'est le meilleur match de Lash Legend dans sa carrière. Parce qu'elle a pu se faire plaisir, porter à tout va. Et c'est un match qui doit être un tournant, justement, dans sa carrière. Et lui dire et faire comprendre, j'espère, aux membres de NXT, aux officiels, que Lash Legend est une big girl, qu'elle est physiquement impressionnante et qu'elle doit continuer sur cette voie-là. Parce qu'il n'y a pas énormément de femmes avec ce physique-là. Il n'y en a quasiment pas. Et donc, forcément, elle a un coup à jouer. Donc, ouais, grosse prestation de la part de Lash Legend. Mais finalement, ça va pas suffire, tout ça. Je crois que Kalen Jordan finit avec 0 tombé gagnant. Et à la fin, il y a un petit suspense. Mais c'est Blair Davenport qui va l'emporter. J'aime beaucoup la fin parce qu'elle fait son dernier tombé. Et il reste quelques secondes. Et on va lui courir après. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle court autour du ring parce qu'elle sait que c'est le seul moyen de se sauver. Et ça se termine là-dessus. J'aime beaucoup cette fin parce qu'on n'est pas obligé de terminer sur une fin spectaculaire. On en reparlera avec l'Iron Survival Match Challenge masculin. Mais j'aime beaucoup cette fin. Blair est une vraie surprise en tant que gagnante. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas. J'avais misé Fallon Henley, mais là pour le coup on est aussi sur une surprise. Mais c'est pas la seule surprise qu'on va avoir. Parce qu'après le combat, la championne NXT, Lyra Valkyria, va se présenter devant donc la nouvelle challengeuse Blair Davenport. Et quelqu'un va faire son retour, Cora Jade, qui va s'en prendre par derrière à Lyra Valkyria. Un peu dommage, je trouve qu'on n'ait pas son thème d'entrée, mais je comprends l'idée. C'est un peu une surprise de l'avoir arrivé comme ça. Une surprise, oui, non, pour ceux qui suivent un peu les informations depuis quelques jours. On sentait qu'elle allait faire son retour, et c'est bien le cas, on est content. Cora Jade est un talent, un vrai talent du côté de WWE et de NXT qui doit se parfaire, qui doit vraiment s'améliorer sur certains points, ça c'est sûr et certain, mais qui a un potentiel immense. Content de l'avoir de retour. Ce qui était plutôt marrant, c'est qu'on l'a vu en backstage, alors pas pendant le show, mais avec CM Punk. Il faut savoir que l'idole de Cora Jade, depuis qu'elle est toute petite, et il y a énormément de vidéos où elle le voit, où elle a des photos avec lui, c'est CM Punk, et donc tu la vois très émue, etc. Elle sort un peu de son rôle de heel sur les vidéos qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, mais bref, content de son retour. Ça va encore apporter quelque chose à cette division féminine qui l'a prouvé encore ce soir, qui est exceptionnel. Carmelo Hayes fait face à Lexis King, un combat qui va durer 11 minutes. Ma note pour ce match est de 3,75 sur 5. C'est un match particulier. Particulier parce qu'on attendait un jeu psychologique entre Lexis King et Carmelo Hayes. Un Lexis King qui s'est introduit, qui s'est inclus dans l'histoire entre Trick Williams et Carmelo Hayes, de qui a attaqué Williams. Et pendant le combat, on n'a rien. On n'a rien à ce niveau-là. En tout cas, rien d'assez signifiant, rien d'assez important. Ce qui donne un match techniquement très propre. C'était le premier match en PLE pour Lexis King. Et Shawn Michaels en avait parlé en interview auparavant. Même eux étaient impatients de voir ce qu'allait donner Lexis King pour son premier match. Il l'a dit, il a énormément de potentiel, mais il doit aussi progresser. Et c'est ce que j'ai vu dans ce match. Il a du potentiel. J'ai vu un bon combat techniquement, vraiment, Carmelo Hayes. Et comme toujours au niveau, donc je me suis un peu plus focus sur Lexis King, mais il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel sur l'homme qui a la barbe la plus bizarre du monde. Vraiment, c'est sûr. Mais c'est vrai que pendant le combat, ce côté psychologique me manque un peu. Et il y a cette fin de match où Carmelo Hayes va l'emporter assez facilement. Je me dis, ok, d'accord, bon, petite déception. Une déception parce qu'on va pas où je voulais que ça aille. Et finalement, Lexis King va prendre le micro et va nous dire « Merci pour ce match en PLE, Carmelo, mais c'est pas moi qui ai attaqué Trick. Je voulais simplement un match en PLE. » Et là, je suis obligé de rajouter ce segment au combat parce que tout fait sens. Si je rajoute ce segment, la fin de match,
avec tout le match, eh bien ça fait sens et j'adore. Parce que Lexus King, clairement, te dit « Ah, j'ai absolument pas attaqué Trick Williams, je me suis juste inclus dans cette histoire parce que je savais très bien qu'en me confrontant à Carmelo Hayes, j'allais avoir un match 1 contre 1 en PLE à NXT. Et c'est tout. » Et je trouve que c'est tellement intelligent, c'est tellement malin Lexus King qui peut paraître pour un enfoiré depuis le début, et c'est le but, mais qui là est tellement intelligent, tellement malin. Je veux dire, sa technique, sa manière de faire les choses est excellente. Il a eu ce qu'il voulait. Il a certes sa défaite, mais c'est pas grave. Il a eu son match en PLE et c'est tout ce qu'il voulait. Et ça remet tous les doutes sur Carmelo Hayes. Et on le voit sur le visage de Carmelo Hayes. Ouais, tous les doutes vont sur moi. Tous les doutes vont sur moi et il n'y a que moi qui ai pu attaquer Trick Williams finalement. Donc hyper intéressant. Et c'est pour ça que je mets 3,75 alors que je pourrais mettre 3,5, un truc comme ça. Mais parce que je rajoute ce segment d'après-match qui fait tellement sens et qui raconte tellement plus de choses finalement que ce combat en lui-même. Bref, j'ai adoré ça. On enchaîne avec l'Iron Survivor Challenge masculin. On retrouve Bron Breakker, Dijak, Tyler Bate, Trick Williams, Josh Briggs. Un combat donc de 25 minutes. Ma note pour ce match est de 5 sur 5. Je le dis directement, c'est l'un des matchs qui m'a le plus plu cette année. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Si je fais un top 5, top 10 de mes matchs préférés chez WWE cette année. On arrive à la fin d'année et je pense que je vais faire certains bilans. Donc ce type de vidéo pourrait arriver prochainement si ça vous intéresse. Mais oui, c'est 5 sur 5 parce qu'il y a eu tout dans ce combat. Je parlais de l'Iron Survivor Challenge féminin et des points négatifs, des approximations, des petits botches, etc. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça dans ce match masculin qui a tous les bons côtés de ce match féminin et qui a encore plus que ça sans les points négatifs. Donc c'est un match extraordinaire, réellement, mais tellement divertissant. Vraiment, de toute façon, cette stipulation d'Iron Survivor Challenge, c'est une idée incroyable. Je trouve l'idée de base exceptionnelle et on l'avait vu l'année dernière et encore une fois cette année, ça montre que cette stipulation est incroyable et apporte tellement de choses. Honnêtement, je pourrais vous faire le match prise par prise, ça prendrait 40 minutes, mais je pourrais presque le faire parce que vraiment c'est un match qui ne rate rien et qui a énormément de spots hyper cool, vraiment. Que ce soit en 1 contre 1, en 2 contre 1, en 1 contre 1 contre 1, même à 5, bref, c'était un bordel sans nom, un bordel pas possible, mais un chaos organisé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du chaos, c'est le principe même de cette stipulation, mais tout est organisé, tout est millimétré et ça se ressent. Bien évidemment, même un Josh Briggs qui devait prouver des choses dans ce match, était sans doute la superstar qu'on comprenait pas trop pourquoi elle était dans ce match, eh bien il va faire ses preuves, il va montrer de quoi il est capable vraiment et je l'ai adoré son combat, je pense forcément au Moonsault qui porte en même temps avec Dijak, j'ai trouvé ça génial, même sa collaboration avec Dijak pendant quelques secondes, quelques minutes, où les deux vont porter des chokeslam. Bref, j'ai trouvé ça génial, je pourrais faire ça pour chaque catcheur de ce match. Honnêtement, même l'entrée de Bron Breakker, vraiment, mais quelle star, quelle star. Le gars arrive, fait son entrée, 3 spires d'affilée, mais pas des spires de petits, hein. Non, des gros spires, vraiment des gros spires. Il marque 3 points d'un coup en 30 secondes, incroyable. Vraiment l'entrée de Breakker, exceptionnelle, tout ce qu'on aime. J'ai envie de parler du match de Tyler Bate, le match de Dijak. Non, franchement, ils ont tous été au niveau. Tyler Bate, j'en attendais beaucoup dans ce match, il a été extraordinaire. Dijak, un gars un peu plus expérimenté, mais qui ne se rate jamais dans ce type de match-là, est toujours présent. T'as toujours envie de voir des matchs de Dijak. Vraiment, les matchs de Dijak, c'est toujours une attraction. Et encore une fois, pendant ce match, d'ailleurs, il était à 2 doigts de gagner, mais Eddie Thorpe va arriver. On continue cette histoire entre les deux qui, pour le coup, dure un peu trop longtemps. Vraiment un peu trop longtemps. Et j'ai pas vu une alchimie de dingue entre les deux. J'imagine qu'il y aura une stipulation pour leur prochain match, etc. Mais j'avoue que quand j'ai vu Eddie Thorpe arriver, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a encore cette histoire-là. Bref, voilà. Mais forcément, on est obligé de parler de cette fin de combat et de ce que va faire Trick Williams, la folie Trick Williams qui est l'homme le plus over dans ce match. Whoop that Trick qui va être chanté pendant tout le match. Dès que Trick Williams apparaît dans ce combat, ça va être la folie totale. Et Trick Williams va
rendre la salle encore plus folle, entre guillemets, parce qu'il avait 0 points. Vraiment, il était très très mal embarqué, et il va enchaîner tous ses tombés sur les 30-40 dernières secondes, jusqu'au moment où il arrive à égalité à la fin, et tu te dis, il reste 5-6 secondes, ça pue, ça va être en overtime, en prolongation. Et bah non, Trick Williams contre Bron Breakker, 1-2-3, le dernier tombé gagnant, victoire de Trick Williams, qui en plus fait le tomber sur Bron Breakker, donc c'est assez significatif quand même comme victoire. Génialissime, génialissime, l'ambiance de taré, vraiment devant mon écran j'étais comme un malade aussi, je m'attendais tellement pas à cette fin. Certains vont me dire que c'était attendu, honnêtement, je vois pas comment, mais moi je m'y attendais absolument pas. Quand je vois Trick Williams à 0 points à 45 secondes de la fin, je me dis pas qu'il va enchaîner les tombés gagnants, honnêtement. Peut-être qu'il va en faire un ou deux, mais pas plus que ça. Mais non, il va remporter ce match. Génialissime, vraiment génialissime, 5 sur 5 pour moi. Et je pense que c'est un bon gagnant. D'avoir Trick Williams dans cette place-là, ça va rajouter de la jalousie de la part de Carmelo Hayes. Et je pense que ça va être le tournant dans cette histoire entre Carmelo et Trick Williams. Je pense que là, on a atteint un point où Carmelo, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et quand je dis ça sent pas bon, le heel turn va se confirmer dans les prochaines semaines, j'en suis certain. On enchaîne avec Kiana James face à Roxanne Perez dans un match en cage. Un match qui va durer là aussi 10-11 minutes. On est environ sur les mêmes durées. Ma note pour ce match est de 3. Et en plus, honnêtement, 3, je suis assez généreux. J'aurais pu mettre un 2,75, tout juste au-dessus de la moyenne. Ce match n'est pas de la qualité des autres combats et surtout, ne ressemble pas à un match en PLE. Honnêtement, assez déçu de ce match. On a une super présentation, une superbe entrée pour Kiana James, vraiment, qui fait vraiment star, vraiment, clairement. Mais pour le combat, je vais pas, encore une fois, dire à quel point je n'aime pas les matchs en cage, mais ça le prouve une nouvelle fois que je n'aime pas les matchs en cage, parce qu'il ne se passe pas grand chose, vraiment. Et à part voir Roxanne Perez ou Kiana James se frotter contre la cage, le visage, etc., il n'y avait rien d'impressionnant dans ce match. Et c'est le problème, c'est que c'est un match en cage et il faut quand même retenir quelques spots. Alors j'en retiens un, il y a le code red porté par Roxanne Perez, un peu out of nowhere, qui était vraiment très cool. Et c'est tout. C'est tout ce que je retiens de ce combat et c'est bien dommage parce qu'on le sait, les deux sont talentueuses, les deux sont capables de faire de grandes choses, j'en suis certain. Mais cette stipulation, je pense, ne les a pas aidés. Je pense vraiment que c'était pas une bonne stipulation pour les deux. Et la fin de combat, honnêtement, est assez incompréhensible. Roxanne Perez va essayer de sortir de la cage et finalement une personne va être là, une blonde, et sur le coup honnêtement, aucun souvenir de qui c'est. Eh bien c'est Easy Dame qui va s'en prendre à Roxanne Perez et qui va donner la victoire à Kiana James. Un peu bizarre cette manière de faire les choses, parce que Easy Dame, on l'a pas vu sur les écrans de NXT, alors on l'a vu dans un segment backstage en plus cette semaine avec Kiana James, etc. Mais pour le public de NXT, et même pour le grand public, honnêtement, quand tu veux faire une intervention dans un gros combat comme ça, il faut quand même que ce visage te soit familier. Eh bien là, pas du tout. Personne ne connaît Easy Dame, donc intervention hyper bizarre à ce moment-là. Franchement, c'était une très très mauvaise idée. Kiana James va donc l'emporter. L'histoire entre les deux va possiblement continuer et je pense que c'est pas une bonne chose non plus. Ça fait là aussi très longtemps que cette histoire continue. Roxanne Perez va peut-être avoir besoin d'aide, on sait pas trop. Mais ouais, Easy Dame, on l'a vu à NXT Level Up, c'est sûr elle a du charisme, hein, c'est sûr elle a de la prestance, mais voilà, s'ils l'ont mis à cet endroit-là, c'est qu'ils comptent quand même beaucoup sur elle, parce que c'est quand même pas un petit spot. Affaire à suivre, mais quand même, petite déception ce combat. Et le main event, Dragunov défend son titre de champion NXT face à Baron Corbin. Un combat qui va durer environ 20 minutes. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5, et on le dit directement, c'est sans doute le meilleur match en 1 contre 1 de la carrière de Baron Corbin. J'ai pas une grosse mémoire, c'est vrai, mais je pense qu'un match 1 contre 1 de ce niveau de Baron Corbin, ça m'aurait marqué. Et j'en ai pas. J'en ai pas en souvenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des matchs qui se rapprochent un peu de ce niveau-là, mais j'en ai pas l'impression. Match très particulier parce que l'histoire entre les deux était devenue personnelle. Et on avait vu un Dragunov qui, lors du dernier segment à NXT, avait un peu piégé Baron Corbin et semblait prendre le dessus psychologiquement sur Corbin. Et donc je m'attendais à un Dragunov qui allait démolir Baron Corbin dans les premières minutes du match. Eh bien, on n'a absolument pas eu ce scénario. On a un Baron Corbin qui va dominer
Franchement, les 10 premières minutes, c'est une destruction totale de Baron Corbin. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le niveau stratosphérique de Dragunov dans tous les compartiments, dans tous les niveaux possibles. Dragunov est un maître en la matière pour vendre les choses, à tel point qu'à certains moments, tu te demandes si c'est réel ou non. Vraiment, il est très très fort. Mais vraiment, c'était très impressionnant et tellement surprenant de voir ça que ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'on a un Baron Corbin très violent, entre guillemets, un Baron Corbin très dominateur, et un Dragunov qui, lui, clairement, est dans le rôle de babyface, presque à la Superman Cena, d'ailleurs. Dans les 10-15 premières minutes, honnêtement, c'est presque ça. On a un Dragunov en mode John Cena, et c'est absolument pas ce Dragunov que j'attendais lors de ce match, et c'est intéressant. C'est intéressant de voir d'autres facettes de Dragunov, et cette facette-là m'a beaucoup plu. Dans les dernières minutes, on va dire les 10 dernières minutes, on a un match beaucoup plus équilibré, et là, Dragunov va faire très mal à Baron Corbin. Il va enchaîner les chops, enchaîner les German suplex, et ça va faire très très mal. Mais un Dragunov qui va continuer à vendre sa blessure au niveau du ventre, au niveau du dos, une blessure qui est due à Baron Corbin qui s'en est pris énormément pendant les 10 premières minutes à ces endroits-là. Et il y a un point marquant dans ce match qui, moi, m'a fait vriller, entre guillemets, et m'a fait vraiment dire que Dragunov était extraordinaire et que tout ce qu'il nous vendait, c'était magnifique. C'est le moment où Dragunov veut porter une powerbomb. Sauf qu'il n'y arrive pas. Dans un premier temps, il y a un petit botch. Tu le vois, il tombe à moitié, il se relève, ça galère un peu, et il arrive finalement à la porter. Et là, le public explose. Le public est tellement heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dragunov, sur le moment, fait un botch. Vraiment, c'est un botch. Un léger botch, mais c'est un botch. Sauf que Dragunov nous vend sa blessure au dos depuis le début du combat. Il la vend tellement bien qu'à ce moment précis, eh bien, honnêtement, je me dis, attends, est-ce qu'il vend réellement ou est-ce que c'est un botch? Est-ce qu'il a à tel point vendu ce botch, cette blessure? En fait, finalement, c'était pas un botch. Il est blessé. C'était dans ma tête. Et c'est le plus important. Après, que ce soit un botch, que ce soit pas un botch, peu importe. Mais le plus important, c'est que dans ma tête, et peut-être que dans votre tête, vous me le direz, je me suis dit, ok, c'est parce qu'il est blessé, c'est parce qu'il a mal au dos, c'est parce qu'il a vendu là, les 10 premières minutes, eh bien il en arrive là. Il n'arrive pas à porter dans un premier temps la powerbomb. Et c'est pour vous dire à quel point Dragunov est fort. Il est tellement fort. Ensuite, la fin de combat pour le coup, je parlais d'un Dragunov qui se faisait dominer. Bon là, il n'y a pas de cadeau. Là, il n'y a pas de cadeau sur les dernières minutes. Dragunov lâche les chevaux. Dragunov fracasse Baron Corbin. Vraiment, va enchaîner les H-bombs. Va enchaîner ses finishes. Et va être encore plus psychopathe qu'on ne le pensait. Je veux dire, quand il fait ce câlin à Baron Corbin, l'air de dire merci pour ce que tu as fait. Et après qu'il enchaîne avec son finish et qu'il remporte le match. Bref, c'est du grand Ilya Dragunov, mais il faut quand même noter la performance de Baron Corbin qui, dans cette phase de domination qui peut être parfois ennuyante pour les heels, a vraiment été excellent. Et ouais, clairement, le run de Baron Corbin à NXT est une réussite. À voir s'il va rester maintenant du côté de NXT, affaire à suivre. Mais pour le coup, c'est une vraie réussite et je suis vraiment content de l'avoir vu du côté de NXT. Moi qui étais vraiment pas fan de Baron Corbin. Alors, j'en ressors pas le plus grand fan, mais j'ai vraiment apprécié son travail. Bilan de ce NXT Deadline 2023. J'ai fait très long, j'en suis désolé, mais il y avait énormément de choses à dire. On est sur un 9 sur 10 pour moi. Vraiment un PLE NXT de grande qualité. On termine de la meilleure des manières possibles cette année 2023 pour NXT. Une année qui a été formidable pour ce show, pour cette brand, et qui se termine vraiment merveilleusement bien avec de grands combats. Un match 5 étoiles pour moi, un 4,5. Bref, vous me direz comme toujours vos notes en commentaire de la vidéo. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le show s'est terminé avec Trick Williams qui a fait face à Dragunov et avec un Carmelo Hayes qui était derrière Trick Williams, qui le regarde bizarrement et le show se termine là-dessus. Shawn Michaels adore terminer les shows avec les cliffhangers, ça c'est sa chose préférée et c'est ce que j'aime aussi avec NXT. Encore une fois, les tensions entre Trick Williams et Carmelo Hayes, il va y avoir une fin et je pense que ça va arriver très très prochainement. Mais ouais, un gros NXT. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Désolé, cette vidéo sort un peu plus tard, malade, etc. Donc ça sort un peu plus tard, mais je fais de mon mieux. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!